Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien malgré le contexte de la pandémie, de la distanciation sociale, de tout ça. Ça fait un peu étrange de parler comme ça dans le vide et d'être encore plus dans le silence quand je vais faire des jokes et que j'ai été seul à les rire. J'espère que vous allez bien, que votre entourage est en sécurité, en santé. Euh, Comme je vous le mentionnais, par le messagerie interne pour pas multiplier les canaux, on va essayer d'y aller par l'écrit avec les MIO, messagerie interne d'Omnivox, et courte synthèse en capsule vidéo comme ça que j'ai essayé de mettre brève en les découpant parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont des difficultés de connexion, je sais qu'il y en a qui ont pas accès à Internet haute vitesse, je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'ordinateur portable chez eux, que c'est seulement que le cellulaire. Je sais qu'il y a plein de situations différentes, donc je vais essayer d'y aller avec des capsules assez brèves, vraiment pour condenser des synthèses de la matière et pour le fil conducteur en suivant dans les notes de cours que je vous ai déjà envoyées. Et je vais venir un peu regrouper là, pour compenser un petit peu là, ce qui aurait pu être fait en classe, mais qui évidemment ne pourra pas être fait de façon équivalente. Je vais essayer de découper ça donc de façon plus condensée, plus brève. Euh, la situation est un peu particulière. J'espère que vous allez bien. Probablement que vous deviez jamais vous imaginer qu'un jour vous alliez vivre ça dans votre vie. Et là, je parle pas de la pandémie, je parle d'être pris avec un prof de philo sur votre écran, dans votre chambre, dans votre salon. Là, c'est la pire des choses, je sais. Bien pire que le virus. Donc, j'espère quand même que vous allez bien et ça va aller beaucoup mieux un peu plus tard parce que ça va être passé, ça va être fini, comme je disais, avant les examens. Ça va aller mieux tantôt. Juste pour se situer, pour la vidéo ici, là, pour se situer dans la session, ce qui s'en vient, ce qui restait à faire, c'était au niveau des dissertations d'application avec les théories éthiques et des théories éthiques qu'on voyait. Donc, il y a comme toute une première partie qu'on a vue qui était avec les notions de base. Donc, voir est-ce qu'il y a une distinction ou non entre éthique et morale, ce qu'on avait travaillé, voir pourquoi est-ce qu'on ne doit pas confondre l'éthique avec le droit. On avait vu les quatre différents types de situations. Les lois ne sont pas parfaites. Des fois même, des lois peuvent nous sembler carrément injustes. Délation dans l'Allemagne nazie, etc. Bon, on verra ce que les générations futures dans 40 ans diront de ce qui se passe présentement. Les nouvelles situations, nouveaux cas, technologiques qui amènent des problèmes éthiques, l'intelligence artificielle, etc. Puis aussi, il y a des choses qui nous semblent éthiquement importantes, mais pour lesquelles on ne voudrait pas nécessairement qu'il y ait de loi. Donc, par exemple, l'infidélité. Donc, on avait vu ce qui distinguait l'éthique et le droit. On avait vu aussi au niveau du développement de jugement moral en psychologie cognitive avec Laurence Kohlberg, les différents stades. L'objectif des SAD, c'était, pour se situer, là, c'était vraiment pour voir les niveaux de raisonnement. Euh, Chaque stade pouvait amener des justifications d'un côté ou de l'autre. Il y avait l'exemple de Kohlberg qui était le cas de Heinz. Si l'épouse de Heinz est malade, que pour la soigner, il doit aller voler des médicaments. Est-ce que la question, bon, il y avait la mise en situation, est-ce que Heinz a bien fait ou non de voler les médicaments? Et là, ce qui intéressait Kohlberg, c'était pas que les individus répondent oui ou non, mais c'était pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a bien fait? Et selon les motivations, mais ça pouvait être stade 1, punition, récompense. Stade 2, recherche d'intérêt individuel, les amis de piscine. Stade 3, groupe d'appartenance, en fonction du style de personne qu'on veut être. Stade 4, en fonction de la société réellement construite dans son ensemble. Stade 5, post-conventionnel, en essayant d'aller au fondement même. Stade 6, plus controversé là, pour les raisons qu'on avait vues. Donc ça, c'est comme une première partie à part pour voir l'horizon de ce qu'on parle quand on parle de l'éthique. Ensuite, ces éléments-là permettent de situer le discours éthique, mais donnent pas une assise ou des bases en tant que telles pour essayer de raisonner sur les fondements des positions éthiques. Là, c'était l'autre partie qu'on avait commencé à travailler, donc avec différentes théories éthiques qui donnaient
des stades, toutes des stades 5 dans la théorie de Kohlberg, mais avec différentes orientations. Donc, j'y vais rapidement encore. Dans les perspectives philosophiques, il y a trois grandes orientations qui structurent les courants de pensée en philosophie éthique en Occident. L'Orient, c'est autre chose, mais pour l'Occident. Donc, premier courant, c'est des approches téléologiques. Téléologique, ça vient du terme télos, le but, la visée. Donc, c'est des approches qu'on appelle des fois aussi conséquentialistes. On essaie de voir qu'est-ce qui constituerait un bien suprême. Une fois que c'est défini, justifié, c'est au cas par cas, on essaie de voir les situations, qu'est-ce qui nous en rapproche ou nous en éloigne. Donc, la théorie qu'on avait vue dans cette perspective-là, c'était la théorie utilitariste. Donc, j'y vais rapidement, là, on l'avait regardé ensemble avant le confinement. Théorie utilitariste, donc l'objectif qui devient le leur, c'est maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc ensuite, au cas par cas, il s'agit de voir lequel des choix vient maximiser le plus grand bonheur du plus grand nombre ou vient minimiser le malheur pour le plus grand nombre. Et dans ce calcul-là, je fais le rappel là, parce qu'en l'appliquant, c'est important de l'avoir en tête. Dans ce calcul-là, pour les utilitaristes, il s'agit de prendre en considération dans le calcul toute personne qui va subir les conséquences et qui a la capacité à ressentir plaisir et désagrément ou souffrance. Ensuite, il s'agissait de tenir compte du nombre de personnes ou d'êtres vivants ayant la capacité de ressentir qui va être affecté et la durée. Là, ici, ça peut introduire à la fois l'éthique animale, vu que les animaux peuvent ressentir aussi, peut être considéré dans les calculs, et ça introduit aussi les générations futures avec la durée temporelle. Si on augmente la dette publique par des décisions, il s'agit, dans une perspective utilitariste, de voir aussi les impacts sur les générations futures. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont nécessairement existantes présentement, mais selon toute probabilité, il va y avoir d'autres générations, donc ils vont subir les conséquences aussi. Donc, dans les critères utilitaristes, quand l'objectif c'est maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, il s'agit de considérer tout le monde, considérer le nombre, on multiplie un peu comme deux balances, là, comme si on essaie de voir qu'est-ce qui va être plaisant, déplaisant, quel poids, l'autre aussi pour voir la mise en balance. On calcule le degré de probabilité des conséquences en essayant d'évaluer toutes les conséquences, la durée de ces conséquences-là. Et ensuite, il s'agissait de voir l'intensité de chacune des conséquences. Et là, c'était le critère le plus important pour les utilitaristes, ou en tout cas, chaque critère est important pour les utilitaristes, mais celui qui est le plus névralgique dans la mesure où l'intensité, c'est ce qui permet pour les utilitaristes d'éviter qu'il y ait, par exemple, une tentative de justification de l'esclavage. Supposons que des gens prétendaient qu'on devrait réduire une minorité à l'esclavage sous prétexte que ça va bénéficier au plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Pour des utilitaristes, ce serait inacceptable parce que même si les personnes réduites à l'esclavage sont moins nombreux, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas être justifié en disant on vient maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre parce que la perte de la liberté, être réduit à l'état d'esclave, est extrêmement désagréable et le fait d'en retirer un plaisir de l'esclavage est un bénéfice minime contrairement au désagrément. Donc même si les gens sont plus nombreux, leur intensité, leur plaisir, en essayant de le faire de façon objective, ne peut pas compenser le déplaisir. Donc, dans une perspective utilitariste, l'intensité, c'est le critère important pour éviter que ça soit une tyrannie de la majorité sur une minorité. Donc, la minorité peut ressentir quelque chose de façon très intense et ça peut éviter justement son exploitation. C'est le critère qui vise à éviter l'exploitation. Donc, ça, c'est le portrait théorie utilitariste qu'on avait vu. Donc, dans l'application, ben, une fois qu'on a ces critères-là, c'est juste de voir à chacun des choix quel choix, dans le fond, vient maximiser le bonheur du plus grand nombre. Dans les parties controversées, là, c'est un rappel simplement, là, partie controversée de l'utilitarisme qu'on avait vu,
c'est qu'il y a des sacrifices. Il peut y avoir des sacrifices dans la perspective utilitariste. Il y a des sacrifices qui semblent inévitables. Si on ne peut pas sauver tout le monde, qu'on doit choisir, il semble difficile de le faire autrement. On avait regardé le cas des gens qui travaillaient dans une mine. Présentement, question qui se pose, c'est par exemple si on n'a pas du matériel pour soigner tout le monde, est-ce qu'on établit des ordres de priorité? Si oui, comment est-ce qu'on procède? Quels critères on utilise pour procéder? Les utilitaristes ont leurs critères avec la durée, l'intensité, etc., qui va maximiser le plus grand bonheur. Ça, c'est les critères des utilitaristes. C'est pas obligé d'être les critères des utilitaristes qui l'emportent. Donc, dans la perspective utilitariste, il peut y avoir des sacrifices. Tout le monde n'est pas traité de la même façon dans une perspective utilitariste. Et ça, c'est une des critiques qu'on avait regardées, c'est qu'il y a une certaine méritocratie chez les utilitaristes ou dans la perspective utilitariste. Quelqu'un qui contribue davantage au plus grand bonheur pour le plus grand nombre se trouve favorisé dans un calcul utilitariste. À la base, chacun compte pour un seul. Il n'y a pas de distinction en fonction de la classe sociale, groupe d'appartenance, etc. Mais en bout de ligne, si quelqu'un occupe une fonction qui bénéficie davantage au plus grand bonheur pour le plus grand nombre, sa fonction peut l'avantager. Donc, il y a une certaine méritocratie. On avait travaillé, l'exemple qu'on avait travaillé avec ça, si vous vous rappelez au tableau, c'était par exemple soins d'urgence, on peut sauver seulement 4 personnes. Les 4 qui arrivent, supposons il y en a un qui est médecin, il va sauver d'autres personnes. Quelqu'un qui est propriétaire du dépanneur chez Gontran et Fils, l'écrivain, celui qui est étudiant, etc. Comment que les critères s'appliquent? Ben, dans un cas comme celui-là, le médecin pouvait être favorisé dans une perspective utilitariste parce qu'il va guérir d'autres personnes, même si le médecin peut très bien être un être exécrable avec son épouse, avec ses enfants, peut être une piètre personne en tant qu'individu, mais s'il contribue au bonheur du plus grand nombre, pour un utilitariste, il est favorisé. Donc ça, c'est une des critiques qui est parfois adressée à l'utilitariste, c'est de dire, ben, est-ce que c'est vraiment éthique, finalement, de considérer les individus jusqu'à un certain point en fonction, finalement, de leur rapport social et non pas en termes de qualité morale individuelle. L'autre critique à l'utilitarisme, c'est aussi dans les sacrifices. Certains sacrifices semblent déraisonnables ou intuitivement déraisonnables. Un cas de ça vient du fait que pour les utilitaristes, l'être humain n'est qu'un animal comme les autres. Il n'y a pas de dignité humaine. Pour les utilitaristes, dans la ligne pure et dure des utilitaristes, l'idée de dignité humaine vient d'héritage de croyances religieuses. Et pour eux, il ne doit y avoir aucune distinction entre l'être humain et n'importe quel autre animal, sauf en termes de degré de capacité de ressentir. Donc, c'est ce qui amenait Peter Singer, qui est un utilitariste né en Australie, qui fait carrière aux États-Unis, à Princeton, l'université de Princeton, à défendre dans son livre publié au début des années 2000, Repenser la vie et la mort. Il soutient que, d'un point de vue utilitariste, un singe en bonne santé a plus de poids dans un calcul utilitariste qu'un enfant qui naît dans ce que lui appelle un cerveau dans la compote. Parce qu'il va dire, le singe a plus de capacité d'avoir des plaisirs qui font appel à des facultés cognitives supérieures comparé à l'enfant qui est handicapé mentalement. Donc ça, c'est probablement la critique majeure adressée à l'utilitarisme parce que, effectivement, dans les critères utilitaristes, ça arrive à la conclusion qui est celle de Peter Singer. C'est-à-dire, dans la position de Peter Singer, il n'y a pas quelque part erreur de calcul. Il applique bien le calcul. C'est juste que les critères utilitaristes mènent à ça. Donc, pour les utilitaristes, évidemment,
ça serait la chose à faire. Peter Singer va même suggérer qu'on devrait investir davantage pour les animaux que pour les enfants malades, qu'on ne devrait même pas les maintenir en vie, ce qui est une position extrêmement controversée qui a été interdite de conférence en Allemagne pour des raisons qu'on comprend. Okay? Il y a un passé qui est celui de l'Allemagne. Donc, si je reprends, théorie utilitariste vise à maximiser le bonheur du plus grand nombre, se fait avec les 4 critères, donc que vous avez dans les notes de cours qu'on avait déjà regardé, examiné, en gardant en tête que le critère le plus sensible pour les utilitaristes, c'est celui de l'intensité, voir jusqu'à quel point quelque chose est intense. Et dans le critère de l'intensité, ce qui a le plus de poids pour les utilitaristes, c'est préserver une vie. Quand c'est à poids égal, préservation des vies, c'est préserver l'intégrité physique. C'est pas se faire couper un bras, une jambe, un doigt. Ensuite, le sentiment de liberté. Et après, on entrait dans l'autre catégorie où, là, les utilitaristes vont considérer que les facultés cognitives supérieures ont plus de poids que ce qui relève du simple plaisir sensoriel. La justification des utilitaristes était de dire, supposons qu'on a 3 vies à vivre, on vit la première comme un petit cochon, sensation, deuxième comme un être humain, avec des tracas, mais faculté cognitive supérieure. Troisième vie, on peut choisir entre revivre une vie de petit cochon, une vie d'être humain. Là, les utilitaristes faisaient le pari que la plupart vivraient la vie d'être humain. Donc, c'est ce qui amenait les utilitaristes à considérer que dans l'intensité, les facultés cognitives supérieures ont plus de poids ou devraient avoir plus de poids, là, toujours selon le point de vue des utilitaristes, que les simples plaisirs sensoriels, sauf ce qui est préservation de la vie et intégrité physique. Ce critère-là, en même temps, amène l'autre côté aussi controversé, c'est qu'il n'y a pas de dignité humaine. La seule chose qui vient trancher pour les utilitaristes, c'est simplement la capacité à ressentir et la capacité à s'élever dans des facultés cognitives supérieures, donc ce qui amenait un utilitariste comme Peter Singer à défendre dans son livre que certains enfants avec des handicaps majeurs devaient être moins considérés dans les choix sociaux que les singes en bonne santé. Position extrêmement controversée. Donc ici, c'est un résumé un peu où on en était dans les perspectives. Ça, c'est perspectives utilitaristes dans d'autres capsules. Donc, on va regarder autre perspective, ça c'est une perspective qui est téléologique, quand on regarde en fonction des conséquences. Une autre perspective, qui est une perspective déontologique, c'est quand on regarde non pas au but, non pas à la manière de faire, mais plutôt non pas c'est-à-dire à l'évaluation des conséquences, mais à la manière de faire, à la manière de procéder. Donc, l'autre perspective qu'on avait vue pour 3 groupes avec vous, mais pas le groupe du jeudi. C'est la perspective de Kant avec l'éthique du devoir. Donc, je vais faire un rappel dans une autre capsule de façon séparée. Donc, ça va être perspective inverse, c'est pas en fonction des conséquences, ça va être en fonction de la manière de faire. Et ensuite, dans d'autres capsules, une autre capsule aussi, restera à voir les principes de la justice qu'il y a avec John Rawls, avec les débats entre Rawls et les communautariens pour le premier principe, les libertariens pour le deuxième principe. Donc ici, peut-être juste garder en tête pour les dissertations applicatives qui s'en viennent et que je vais faire des capsules qui vont résumer. Je vais vous envoyer aussi des documents par Mio et il y a les notes de cours toujours à avoir avec vous que je présuppose que vous avez déjà fait une bonne lecture là, de l'ensemble des notes de cours. Donc, gardez à l'esprit si les parties où on s'en va, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appliquer les théories éthiques à des problèmes. Quels sont leurs principes, quels sont leurs modes d'application. Donc, c'est résumé de l'utilitarisme. Bonne journée.